Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir de planter un petit peu le décor, mais je voudrais remercier tous les orateurs précédents qui ont déjà bien donné le cadre. Donc vous allez voir que beaucoup d'éléments sur lesquels je vais revenir ont déjà été présentés. Alors le changement climatique, là c'est ma casquette de climatologue, donc je vais vous parler un peu de climat. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? C'est nous, les hommes, les citoyens du monde, les hommes et les femmes de cette planète. Où en sommes-nous? Comment nous positionnons-nous par rapport au changement climatique? Donc il y a des collègues ici qui relèvent de sciences sociales. Donc là c'est un travail où on est bien sur le lien entre le changement climatique et la société. Alors très vite, parce que ça c'est des choses que tout le monde connaît, c'est que les gaz à effet de serre dont nous parlons, ils existent à l'état naturel, ils sont bienvenus, puisque grâce à eux, nous avons un climat agréable sur la planète, 15 degrés en moyenne. On aurait moins 18 degrés s'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre. Donc ils existent naturellement. Mais c'est comme le bon vin, il ne faut pas en abuser. On le sait qu'il ne faut pas en abuser, on le sait depuis longtemps. Voici ici l'extrait d'une publication de 1896. 1896. Que disait ce chercheur en 1896? Il disait que si on doublait les concentrations en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'augmentation de température serait de 5 degrés. On n'a pas encore doublé, mais on va doubler la concentration naturelle au cours du XXIe siècle. On ne sait pas encore à quelle date, ça dépend de nos décisions. Et c'est toujours ce que disent finalement l'ensemble de la communauté des climatologues, c'est que si on va vers un doublement des concentrations de CO2, en gros, on gagnerait 4 ou 5 degrés. Donc les bases, elles sont connues. La grande erreur d'Arrhenius, c'est qu'il pensait que pour doubler les concentrations de dioxyde de carbone, il faudrait environ 5000 ans. Nous allons réussir en 200 ans. Et ça, finalement, rétrospectivement, ça nous interroge sur les incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le monde à venir. Mais la première des incertitudes, s'il faut le hiérarchiser, c'est qu'allons-nous faire, nous les hommes? Alors depuis, on fait beaucoup de choses. Les scientifiques, on déploie des stations de mesure sur l'ensemble de la planète. Par rapport au 19e siècle, elles sont beaucoup plus nombreuses. On peut aussi surveiller maintenant l'extension de la banquise avec des satellites. Ça, c'est depuis 30 ou 40 ans. Et lorsque l'on surveille l'extension de la banquise, eh bien, on se rend compte que la superficie diminue, ça tout le monde le sait, mais l'épaisseur de la banquise diminue aussi, et puis l'âge des glaces qui la constituent, ce qui veut dire qu'on n'est vraiment pas très loin maintenant d'une banquise très très fine qui, un été, va disparaître. Et cet été, je crois qu'on est assez nombreux dans la salle, on va le connaître. Je ne peux pas vous dire ça va être dans 20 ans ou dans 30 ans, mais on peut espérer avoir une longue vie devant nous et voir un été sans glace dans la banquise. Ce n'est pas totalement irréaliste aujourd'hui. Ce que l'on a fait aussi depuis un siècle, au-delà de l'observation, c'est qu'on a développé notre capacité à produire de la modélisation. Alors c'est quoi la modélisation? C'est simuler en laboratoire, par des outils de calcul, grâce à l'informatique, simuler l'atmosphère. Donc on peut croiser aujourd'hui ce que l'on observe sur le terrain et ce que la théorie indique grâce à l'outil, à la puissance informatique. On peut confronter les deux. Et quand les deux sont cohérents, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, eh bien ça donne confiance dans nos résultats. On appelle ça des résultats qui deviennent robustes. Alors les modèles sont devenus de plus en plus complexes depuis les années 60, où c'était des simples modèles atmosphériques. La complexité est très importante. Alors on a parlé de modèles couplés océan-atmosphère. Aujourd'hui, on parle de Earth Model. Bon, voilà, on prend ensemble l'ensemble des comportements, la chimie, on prend en compte la végétation, etc. Ces modèles se sont également améliorés en termes de résolution spatiale grâce aux puissances de calcul, ce qui fait que même si on a des résultats qui restent grossiers, de plus en plus, leurs résultats peuvent être utilisables à l'échelle des territoires. Qu'est-ce qui s'est passé
au travers de tous ces résultats, eh bien, les climatologues, qu'ils soient glaciologues, qu'ils soient palynologues, qu'ils travaillent dans l'observation, qu'ils travaillent avec le modèle, dans les années 80, les climatologues sont arrivés à un résultat convergent, hein, qui était que le climat changeait, qu'il allait continuer à changer et qu'il fallait mobiliser l'ensemble de la communauté internationale. Donc sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, un groupe d'experts a été mandaté par ces deux institutions, c'est le GIEC. Donc ça fait 30 ans maintenant. Donc le GIEC, ce ne sont pas des scientifiques qui sont payés par un État quelconque ou par un groupe d'intérêt quelconque, ce sont des scientifiques qui relèvent de tous les pays du monde, qui relèvent de l'ensemble des disciplines travaillant sur le climat, et elles sont très nombreuses, et qui de temps en temps se réunissent pour faire une immense synthèse bibliographique, traduire ceci en mots simples pour faire un résumé à l'intention des décideurs. La communauté internationale, depuis, se réunit tous les ans, qu'on appelle les conférences des parties. Il y en a qu'on oubliera parce qu'elles n'ont pas laissé de traces, il y en a d'autres qui laissent des traces plus importantes. Donc on peut citer Kyoto, 1997, Paris 2015, donc c'était la COP 21, donc chaque année il y a COP 22, COP 23, COP 24, c'est une réunion annuelle finalement, tout simplement. Alors sur certaines de ces réunions, des grandes décisions sont prises. En 97, des grandes décisions avaient été prises, elles engageaient que les pays du Nord, entre guillemets. L'intérêt de la COP 21, c'est que l'ensemble des pays de la planète se sont engagés. Je trouve pas le terme. C'est un engagement volontaire, hein, chacun arrive avec sa feuille de route. Chacun arrive avec sa feuille de route et dire voilà moi ce que je pourrais essayer de faire. Voilà. Alors, le GIEC vient de publier un dernier document. Alors, ce n'est pas un rapport. Le prochain rapport du GIEC qui sera en 2023, c'est juste un petit document de synthèse, un petit document rapide pour dire l'objectif d'1,5, qui est celui que les climatologues souhaiteraient voir tenir. On peut encore l'atteindre, mais c'est vraiment le dernier moment pour le dire. C'est-à-dire que si on veut atteindre cet objectif 1,5, on ne peut pas dire dans 2 ans ou dans 3 ans si on n'a rien fait. Non, si dans 2 ans ou dans 3 ans on n'a rien fait, on ne pourra pas tenir l'objectif 1,5. Voilà, c'est ça un petit peu le message. C'est encore possible, mais c'est le dernier moment où on le dit. On se revoit dans 3-4 ans. Si on n'a rien fait, si on n'a rien mis en œuvre de majeur dans 3-4 ans, l'objectif 1,5 il sera derrière nous. On aura un autre objectif à ce moment-là. Ça sera l'objectif 2. On s'en fixera un autre. Hein. Et donc voilà ce qui est dit, c'est que pour l'instant, on est là, l'objectif donc on a gagné 1 degré, l'objectif 1,5 il est tenable, ça c'est la barre d'incertitude, hein, donc il y a des incertitudes, mais il est tenable, mais il y a une condition pour qu'on tienne cet objectif. La condition elle est là, alors le graphique, excusez-moi il est petit, je vous le reverrai tout à l'heure en plus grand. Mais ce que peut-être vous voyez un tout petit peu, c'est que ça c'est les émissions de CO2, nous on est là, on a encore 1 an ou 2 où ça peut augmenter, et après il faut que ça diminue, mais drastiquement, pour arriver à une neutralité carbone à l'échelle de la planète en 2050. C'est-à-dire que la feuille de route qui a été présentée tout à l'heure par rapport à la France, en fait c'est l'ensemble de la planète qui doit tenir cette feuille de route. Il faut que tous les pays de la planète tiennent cette feuille de route. Et il faut que chacun la tienne, bien sûr. Donc c'est encore possible. Donc c'est ça le message d'espoir. C'est encore possible. La société, c'est des scientifiques, c'est des politiques, mais c'est aussi des citoyens. Alors si on pose des questions aux citoyens, parmi les questions suivantes, quels sont les risques que vous jugez les plus préoccupants? Selon la nationalité des citoyens, les réponses ne sont pas les mêmes, mais on regarde que parmi toute une série de questions, les risques liés au changement climatique sont souvent en premier rang. Parfois, ils sont, ici, pour la Chine, il y a les risques alimentaires qui passent avant, mais c'est quand même un sentiment partagé sur l'ensemble de la planète que les risques climatiques sont un phénomène préoccupant. Ça, c'est une question qui a été posée par une enquête de l'ADEME, donc c'est sur la France, et on retrouve la même chose. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique ici, puisqu'on a, depuis 2005, l'évolution de la sensibilité. Bon,
Bon, c'est pas extraordinaire, hein, ça fluctue un peu selon les années, mais il n'y a pas une sensibilisation qui augmente. Néanmoins, en général, on est au premier rang. Donc, en France, depuis une dizaine d'années, la conscience que le changement climatique est un problème majeur est quand même relativement partagée. Plein d'espoir. Mais, ça c'est moins joli. Parmi les questions qui vous semblent les plus importantes, ah ben oui, l'environnement est très loin. Donc, si on regarde les diapos d'avant, ben oui, c'est que des questions environnementales. Donc parmi les risques environnementaux, le changement climatique semble prépondérant. Mais l'environnement, c'est toujours... L'année prochaine, j'arrête de fumer. Mais pas aujourd'hui. C'est ça l'environnement. C'est quand on aura le temps, quand on aura réglé les problèmes d'emploi, de déficit public, d'impôts, d'immigration, de hausse de prix, d'inégalité, etc., on s'occupera de l'environnement. Enfin, pour ceux qui veulent s'en occuper, parce que d'autres prennent d'autres décisions. Néanmoins, il y a des acteurs sur le territoire qui se mobilisent. Donc ça, c'est sur notre territoire bourguignon, les ateliers du climat. Et quand on fait des ateliers du climat, quand on met tout le monde autour d'une table, des élus, des agriculteurs, des représentants d'associations, des scientifiques, etc., et qu'on discute, et bien on se rend compte qu'on peut discuter. Et qu'on peut se comprendre, et qu'on peut comprendre la position de l'autre, parce qu'on essaie de se mettre à la place de l'autre. Et que c'est peut-être une manière de mobiliser l'ensemble des citoyens, des entreprises, des collectivités. Donc c'est une méthode qui me semble être intéressante. Alors, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on fait en termes d'émissions de CO2? Pas grand-chose. Hein. Voici les émissions de CO2. Jamais nous n'avons émis autant de CO2. Jamais. C'est une augmentation exponentielle. Si on regarde, alors on va dire, bon d'accord, c'est exponentiel, mais parce qu'on en émettait peu pardon, au 19e siècle. Regardons la période récente. La période récente, la voici. 1988, création du GIEC. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On continue d'augmenter nos émissions. Alors on n'augmente pas 2 fois plus qu'il y a 30 ans, mais on a augmenté de 66%. On n'a pas doublé les émissions, mais on augmente. Il n'y a pour l'instant pas d'impact. À quoi a servi le GIEC? À rien. Si vous regardez la tendance, on n'aurait pas créé le GIEC, ça serait la même chose. On est sur quelque chose de progressif. Hein. Alors on voit de temps en temps des petites chutes, des petits creux. Si vous regardez les petits creux, vous allez voir la crise économique de 2008, vous allez voir des choses comme ça, on peut voir les chocs pétroliers, on peut voir... Alors ça joue, parce que pour l'instant, quand le PIB diminue, ben on émet un peu moins, on consomme un peu moins d'énergie. Mais on se dépêche tous, parce qu'on attend tous, on demande tous, et on est tous pareils. On veut que la croissance reprenne, et quand la croissance reprenne, ça soulage. Mais quand la croissance reprend, eh bien on consomme plus d'énergie. Et pour l'instant, on ne sait pas faire autrement. Alors en France, on a mis en effet une stratégie nationale bas carbone. Et en France, on fait partie quand même des quelques pays, il y en a, qui ont vu leurs émissions de CO2 être réduites. Alors, est-ce que parce que nous sommes, nous Français, des gens beaucoup plus responsables que les autres? Certainement, mais peut-être pas seulement. On a une croissance démographique qui est très faible, on a une croissance économique qui est très faible. Donc ça nous rend service hein, par rapport aux pays qui ont une forte croissance démographique et économique. Donc on peut se féliciter d'avoir une réduction de nos émissions de CO2, c'est bien, mais au regard des autres grandeurs que sont la démographie et la croissance économique, c'est pas exceptionnel non plus. C'est tellement pas exceptionnel que de temps en temps, on a un ministre qui fait la grimace. Parce que les objectifs ne sont pas tenus. Et ça a été rappelé récemment. Les objectifs ne sont pas tenus, c'est-à-dire que dès que l'économie va mieux, l'économie a repris un petit peu en 2015, 2016, 2017, on est tous contents de cela, et bien dès que l'économie va mieux, on sort de notre trajectoire, c'est-à-dire qu'on se met à émettre plus de CO2. Donc il y a quelque chose dans le logiciel qui ne fonctionne pas. Alors de temps en temps, il y a des bonnes mesures qui sont prises. Hier, j'ai entendu qu'on n'allait pas construire l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne. Je ne connais pas le dossier, je ne suis pas spécialiste de ça,
Mais il est bien évident que des gros investissements sur des infrastructures de transport type autoroute, c'est le genre de choses, maintenant, il n'y a même plus à réfléchir, c'est non. Par contre, il faut que les gens se déplacent. Et de Lyon à Saint-Étienne, il y a des problèmes actuellement, certainement. Donc peut-être que tout l'argent que les élus locaux avaient réussi à mobiliser, ils sont très déçus parce qu'ils ont fait un gros effort de mobilisation de fonds, puisque l'État avait demandé que 50% soit financé par les territoires, les collectivités. Peut-être que tout cet argent pourrait être intelligemment utilisé, peut-être qu'on pourrait aller en train plus rapidement, plus fréquemment, sans retard entre Lyon et Saint-Étienne. Hein. Mais le bras de fer est engagé, et on sait pas, moi je ne sais pas qui va gagner ce bras de fer, hein, entre l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Quel va être le rôle du maire de Lyon dans cela? Voilà, on peut suivre ça. Mais c'est des exemples concrets, c'est des exemples concrets. Tout investissement de ce type, aujourd'hui, est à proscrire. Il n'y a même pas à réfléchir. Or, on réfléchit encore et il y a des levées de boucliers. Si on dit qu'il faut réduire la vitesse à 80 km/h, quel scandale! Mais réduire la vitesse à 80 km/h, ça réduit les émissions de CO2. Donc, il n'y a même pas à discuter. Alors, on en est là. Ça, c'est ce qu'on a émis en CO2 aujourd'hui. Donc c'est des nombres faramineux, hein, 2300 gigatonnes de CO2 depuis la révolution industrielle. Et comme on a émis tout ça en CO2 depuis la révolution industrielle, on a gagné 1,5 degré. Alors pas complètement, on n'en est pas encore là, on est là, on est en 2018, donc on n'a pas encore gagné 1,5 degré, mais c'est sous peu. Ça c'est ce qu'il faudrait émettre, c'est ce qui nous reste à émettre si on veut rester sous les 2 degrés. Et ça, c'est ce qui nous reste à émettre si on veut rester sous les 3 degrés. Les 3 degrés, pour l'instant, les accords de Paris, il y a un flottement par rapport à ça. Il faudrait qu'on soit bien sur la même... Pour l'instant, si tous les États respectent leur engagement, c'est 3 degrés, hein. C'est pas 2. Alors, l'idée, c'est que les accords de Paris, c'est 2015, et puis depuis, on va les réviser à chaque COP, et puis on va faire en sorte que ça devienne 2. Mais enfin, pour l'instant, c'est 3. Hein. Si on fait la feuille de somme de route, c'est 3 degrés. Or, les feuilles de route ne sont pas respectées. Donc, vous voyez que l'objectif 1,5, il est... Bon, franchement, moi j'y crois plus, au 1,5. Le 2, c'est encore... Bon, il faut y croire, on a raison, il faut y croire, mais le 1,5, c'est presque mort. Le 2, c'est encore jouable. Hein. Le 2, il nous reste ça à émettre en termes de CO2. C'est encore jouable. Alors après, il y a des risques d'emballement. Alors c'est compliqué, les risques d'emballement. Mais l'idée, c'est qu'après, en fait, nos modèles, on n'est pas sûr de notre coût, on ne maîtrise plus. Par exemple, il y a des spécialistes de l'Arctique qui vont en parler, mais la calotte de glace du Groenland, à 2 degrés, elle ne va pas tenir très longtemps. Alors est-ce qu'elle peut tenir 50 ans, 100 ans peut-être, mais elle ne va pas tenir très longtemps. C'est le moment, il y a un moment de bascule un petit peu. On ne sait pas trop, mais il y a un moment donné où d'énormes calottes de glace vont être mises en péril. Et là, on ne sait pas, on ne peut pas vous dire pile, c'est à 1,9, à 2 ou à 2,1 pendant 50 ans, 500 ans ou 1000 ans. Mais voilà, donc là on rentre dans des systèmes que l'on ne maîtrise plus vraiment. Alors je suis allé un petit peu vite. Alors maintenant, ça c'est des courbes un peu classiques, tout le monde les connaît ici. Hein, c'est que voilà, le réchauffement depuis 50 ans, on a pris 0,8 degrés, même 1 degré maintenant si on met à 0,8 degrés sur les derniers 50 ans. Quand on dit 1 degré, on prend en compte en fait le réchauffement qui a eu lieu au début du XXe siècle. Alors moi je mets un peu ça en touche parce que le réchauffement qu'on a eu au début du XXe siècle, c'est pas l'homme qui est le responsable, hein, c'est l'activité solaire qui a augmenté. Donc il y a un peu de... Moi je trouve que la responsabilité humaine, c'est vraiment cette deuxième partie. Alors, je peine avec mon truc, là je suis pas en face, je sais plus où il marche plus, s'il est là. Hein. Donc c'est depuis 50 ans, le réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est depuis 50 ans, et là on a pris 0,8 degrés. Alors 0,8 degrés, c'est très peu. Oui, c'est imperceptible, on arrive à peine à le sentir, il faut un instrument pour le mesurer, et ça en 50 ans, c'est rien du tout. Ben oui, c'est rien du tout, mais c'est plus que d'autres changements climatiques qui ont eu lieu. Par exemple, la différence entre l'optimum médiéval et puis le petit âge glaciaire. Donc c'est pas rien. Au regard des changements passés, c'est pas rien du tout. Alors, le changement climatique, c'est une augmentation de la température. Oui, en première grandeur, c'est ce qu'il y a de plus facile à mesurer. C'est ce que l'on voit ici. C'est
partagé, c'est sur l'ensemble de la planète. Il y a très peu d'endroits où on observe une absence de réchauffement. Donc c'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de notre petit territoire, là moi j'ai pris des valeurs qui sont un petit peu obsolètes aujourd'hui, puisque je les ai prises fin septembre. Fin septembre, on avait, pour notre été 2018, on avait battu le nombre de jours de chaleur, c'est-à-dire le jour où on a plus de 25 degrés, dans toutes ces villes-là. Alors vous voyez qu'il y a pas mal de villes qui sont en Bourgogne-Franche-Comté là-dedans. Ça c'était fin septembre. Mais on a eu, c'est extraordinaire, en octobre, plusieurs jours au-delà de 25 degrés. Donc les records vont être non seulement battus, mais largement dépassés. Donc 2018, c'est pas l'été le plus chaud, mais c'est l'été le plus long. On n'a jamais eu un été aussi long, au sens du nombre de jours au-dessus de 25 degrés. Bon, voilà une évolution pour la France. Donc qu'est-ce que l'on voit? C'est que pour la France, le 0,8 degrés, on a l'impression qu'on est au-dessus. On est au-dessus, ben oui, parce qu'en France, on est sur un continent, les continents se réchauffent plus vite que les océans, et puis en France, on est déjà dans les latitudes moyennes à élevées, et les latitudes moyennes à élevées sont celles qui se réchauffent les plus vite, plus que les basses latitudes. Donc quand on dit 1, 2, 3 degrés, maintenant je traduis, j'habite en France, ou bien j'habite en Bourgogne, ou en Franche-Comté. Excusez-moi, c'est des vieux graphiques, c'est que sur la Bourgogne. Mais on va en faire bientôt d'autres, hein, on inclura la Franche-Comté, hein, on va se dépêcher de faire ça. Et on dira, ben oui, moi j'habite en France, j'habite en Franche-Comté, c'est pas 0,8 degrés qu'on a eu, nous déjà. Alors nous on disait plus 1,5, mais quand on va mettre à jour et qu'on va mettre les années récentes, je pense qu'on va être au-dessus. Donc quelque part, on est presque sur un facteur 2. Donc quand on entend plus 1,5, il faut traduire en Bourgogne-Franche-Comté plus 3. Quand on entend plus 2, il faut traduire en Bourgogne-Franche-Comté plus 4. Je ne me trompe pas beaucoup en disant ça. Les pluies. Ouh là là, les pluies, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça parce que les pluies, c'est compliqué. Tout le monde pressent que c'est compliqué. C'est un phénomène qui est discontinu dans l'espace et dans le temps. Il y a des moments où il pleut, des moments où il ne pleut pas. Il y a des endroits où il pleut, des endroits où il ne pleut pas. La température, il y en a partout. Donc c'est plus facile d'étudier un phénomène continu. Donc c'est un phénomène discontinu. Et puis quand on regarde les tendances, en plus, les tendances, elles ne sont pas toutes dans le même signe. De même signe. On a des endroits où il pleut plus, en bleu, des endroits où il pleut moins, en rouge. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la peine de mettre une moyenne planétaire des pluies. On ne fabrique jamais une moyenne planétaire des pluies parce qu'elle recouvre des réalités très très différentes. Donc ce que l'on peut dire, c'est que les pluies sont affectées, les précipitations sont affectées par le changement climatique, donc les régimes pluviométriques vont être modifiés, mais il n'y a pas une réponse unique. Il faut regarder à l'échelle de chacun des territoires. Alors j'ai dit quelque chose et j'ai rien dit en faisant ça, mais on peut quand même essayer de trouver un peu de structure spatiale. Si on cherche des structures spatiales, on en voit quand même. En gros, lorsqu'on est dans les latitudes tempérées à élevées, on a plus de pluie. Lorsqu'on est dans les latitudes subtropicales, on a moins de pluie. Et lorsqu'on est aux latitudes équatoriales, ça s'équilibre à peu près. Donc on a une modification de la carte des pluies. Toutes les latitudes subtropicales, c'est-à-dire celles qui sont situées en gros entre 20 et 35 degrés, vont connaître ou connaissent déjà une diminution des pluies. Et lorsqu'on est au-delà de 40-45 degrés jusqu'au pôle, on a une augmentation des pluies. Donc, ces ceintures subtropicales, qui sont déjà les ceintures sèches, sont celles qui, du point de vue de la précipitation, seront les plus impactées. En voici une petite illustration sur la France. Alors ces cartes, il faut les prendre avec beaucoup de précautions, mais on a l'impression qu'en France, on est à la zone de contact. Donc le sud de la France, ça appartient au climat méditerranéen. Le climat méditerranéen, c'est un climat, on apprend ça dans les livres quand on est petit, c'est un climat subtropical. Alors que le reste de la France, c'est un climat tempéré. Il y a une limite majeure au niveau de la France. Eh bien, on la retrouve un petit peu là. Voilà. Donc les climats méditerranéens sont en train de devenir plus secs. Les climats tempérés, surtout si on va vers le nord, sont en train de devenir plus pluvieux. Alors en Bourgogne-Franche-Comté, on est dans la partie sud des climats tempérés, on est un petit peu une zone de transition, et donner une tendance, dire est-ce qu'il va pleuvoir plus ou moins dans 50 ans, je ne m'y risquerai pas. Il y a des changements aussi au niveau saisonnier. Alors là encore, on est super prudent, on fait attention, etc. Mais on a l'impression quand même que les évolutions ne sont pas les mêmes complètement selon la saison. Bon, beaucoup de prudence. Donc ne surinterprétons pas toute sécheresse ou tout événement pluviométrique.
Par contre, si on regarde les températures, là, il n'y a pas photo. Ça, c'est un document de Météo France sur lequel j'ai mis des petites pastilles rouges. J'ai mis des pastilles rouges sur les années post-88, parce que c'est l'idée que l'on porte au laboratoire de climatologie de l'Université de Bourgogne, c'est qu'on peut étudier le changement climatique via des ruptures et pas simplement tendances. Donc nous, on dit on a déjà identifié une rupture en 87-88. Depuis 88, il n'y a plus eu d'année froide. Donc pour ceux qui sont nés en 88, désolé, mais le froid, vous ne savez pas ce que c'est. Mais on est nombreux à être nés avant 88, et donc on a connu des hivers froids. Pareil. Alors, ici, c'est les printemps, et les précipitations et températures des printemps. Donc, pastille rouge depuis 88, pastille blanche avant. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'en gros, les pastilles rouges sont au-dessus des blanches, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud depuis 88 qu'avant. Par contre, est-ce que les pastilles rouges sont à droite ou à gauche du graphique par rapport aux blanches? Moi, franchement, je vois rien. Pour moi, c'est pareil. Ça veut dire qu'en termes de pluie, il n'y a pas de différence. Si on regarde la quantité de pluie, il n'y a pas de différence entre le climat avant 88 et le climat depuis. Donc on se dit, bah, c'est bon, il pleut toujours autant, donc les sécheresses, on est tranquille. Ben, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que lorsqu'on parle de sécheresse, mais de quoi parle-t-on? Il y a les sécheresses météorologiques, il ne pleut pas. Il y a les sécheresses hydriques, les plantes n'ont pas assez à boire. Et il y a les sécheresses hydrologiques, les nappes sont épuisées. Alors, quand on parle de pluie, c'est la sécheresse météorologique. Mais si on combine les pluies et les températures, eh bien là, on va solliciter l'évaporation, l'évapotranspiration. Et donc, à pluie équivalente, si les températures sont plus élevées, eh bien, on va avoir plus de sécheresse hydrique et plus de sécheresse hydrologique. Et c'est ça que l'on observe. C'est ça que l'on observe en ce moment chez nous. Donc, voici cette combinaison des deux. Pas plus sec en termes de pluie, mais plus chaud, donc à pluie équivalente, plus sec en ce qui concerne les sols et les sous-sols. Alors, pour conclure, puisque là, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on a des stratégies d'adaptation, mais je voudrais conclure sur une étude économique. Donc ça, c'est une publication dans une revue une revue de philosophie. Et en gros, l'idée, c'est, si on gagne 2 degrés, ce qui est assez probable, je vous ai dit que 1,5, ça serait génial, mais franchement, ça va être très dur. Si on gagne 2 degrés, du point de vue du PIB, puisque le PIB, c'est quand même ce qui fait tourner la planète, qui sera gagnant, qui sera perdant? Vous avez ici en vert les gagnants, en gris, on ne sait pas si on va gagner ou perdre, en violet, c'est les perdants. Et donc la question du changement climatique renvoie à une question d'inégalité dans le monde. Le changement climatique, la responsabilité majeure, c'est les pays du Nord, puisque ça fait quand même 200 ans que nous avons entamé la révolution industrielle. Les Anglais, 250, nous en France, on était un peu à la traîne, on a attendu un peu Napoléon III, on va dire, à les 150 ans. Mais donc, si on intègre sur l'ensemble de notre territoire les émissions depuis que l'on brûle des énergies fossiles, les pays du Nord sont quand même largement responsables. Alors on peut dire qu'aujourd'hui les Chinois contribuent, oui c'est vrai, hein, mais historiquement, les pays du Nord sont quand même largement responsables, et les victimes premières sont les pays du Sud. Et donc, ça interroge nécessairement sur la question de quel regard porte-t-on sur les problèmes internationaux, sur les problèmes de migration. Tous les migrants, bien sûr, ne sont pas des migrants climatiques, mais on n'aura jamais un migrant climatique à part celui qui habite sur une île plate. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un se présentera à notre frontière, on ne saura jamais si c'est pour des raisons économiques, politiques ou climatiques. Et le tout est en général mélangé. Parce que quand la situation climatique se dégrade, les tensions dans le pays s'exacerbent, la situation politique devient tendue, les conflits s'expriment, et donc au final, la personne quitte le territoire parce que c'est la guerre. Mais pourquoi c'est la guerre? Le climat, il y a un petit peu sa part. Je ne dis pas que toutes les guerres et que toutes les tensions dans le monde sont liées au climat, mais n'oublions jamais ça. Et donc on a une responsabilité historique, nous habitants des pays du Nord, par rapport à cette question. Je vous remercie. Je ne sais pas si on est pressé ou si on peut prendre une... Non, on va finir la session, puis on prendra 2-3 D'accord, questions après. Ok, donc
On donne la parole à Emmanuel Garnier.